Bonsoir, vous êtes sur Oulaïli, 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Sahara marocain, retour sur le discours royal suite à l'adoption de la résolution onusienne 2797. Un discours rassembleur dans lequel Sa Majesté le Roi évoque un tournant décisif et tend la main à nos frères dans les camps de Tindouf, appelés à saisir cette opportunité historique pour contribuer au développement de leur patrie dans le giron d'un Maroc uni. Le plan d'autonomie, désormais consacré comme la voie unique vers une solution et durable, de nouvelles perspectives s'ouvrent désormais pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain. L'esprit de coexistence, de dialogue et de partage culturel était au cœur de la 20e édition du Festival des Andalousies Atlantiques qui a pris fin hier soir à Essaouira. L'icône du patrimoine musical judéo-marocain, Raymond El Bedawiya, a enflammé la scène lors de la soirée de clôture. Nous entamons cette édition par le rappel du temps fort de la semaine, le discours royal adressé à la nation suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797 qui consacre le plan d'autonomie comme le seul cadre qui vaille pour parvenir au règlement du conflit autour du Sahara marocain. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi a affirmé qu'il y aura un avant et un après 31 octobre 2025 et évoque une victoire éclatante. Le souverain y a également salué le soutien croissant de la communauté internationale, en particulier les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays d'Europe et d'Afrique qui ont renforcé la souveraineté économique du royaume sur ses provinces du Sud. Sa Majesté le Roi a aussi souligné que le Maroc est entré dans la phase décisive du processus onusien où l'actualisation de la proposition d'autonomie sera soumise aux Nations Unies comme seule voie réaliste vers une paix durable. Dans ce discours historique, Sa Majesté le Roi a également appelé à un dialogue fraternel avec l'Algérie et à la relance de l'Union du Maghreb. Dans ce discours, le souverain tend la main aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf en les appelant à saisir l'opportunité historique de retrouver la mère patrie pour retrouver les leurs et jouir de la possibilité que leur offre l'initiative d'autonomie afin de contribuer à la question des affaires locales et au développement de leur patrie. Abdelhamid Jebran, Nourdine Saber, Youssef Chergui et Iman Ablo. Une annonce historique dans un discours royal qui restera gravé dans les mémoires. Le Sahara marocain n'est plus une cause à défendre, mais une réalité consacrée. Un moment empreint d'histoire, de fierté et de lucidité. Au-delà du symbole, Sa Majesté le Roi redéfinit une voie, celle d'un Maroc ouvert, rassembleur, fidèle à sa doctrine de modération et de dialogue. Aujourd'hui, nous vivons une joie incommensurable. C'est un moment de rupture avec les 50 années passées durant lesquelles les Marocains, et à leur tête feu Sa Majesté Hassan II, ont consenti les plus grands sacrifices. L'annonce de Sa Majesté le Roi de la Bonne Nouvelle était un moment d'une grande charge émotionnelle. Le royaume consolide ses acquis, tout comme son unité de Tanger à Al-Gouira. Dans son discours, Sa Majesté le Roi réaffirme sa haute sollicitude envers ses fidèles sujets dans les provinces du Sud. Il tend également la main à nos frères dans les camps de Tindouf. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est désormais consacré par la dernière résolution du Conseil de sécurité. C'est un grand jour pour notre pays. 50 000 personnes se sont rassemblées à la place du Meshwar al-Ayoun pour exprimer leur joie et fierté après l'annonce royale. Sa Majesté le Roi a toujours affirmé dans ses discours que la question du Sahara marocain ne fera jamais l'objet de chantage de quelque manière que ce soit. Le socle de ce succès historique est sans conteste le fruit d'une action diplomatique royale qui a fait de la question de la défense de l'intégrité territoriale une priorité. Le Maroc incarne la philosophie d'une diplomatie agissante qui rejette la logique du vainqueur vaincu et prône le dialogue, le respect mutuel et le progrès collectif.
C'est un tournant historique dans le processus de notre intégrité territoriale. La résolution du Conseil de sécurité appuie clairement le plan marocain d'autonomie. Sa Majesté le Roi a également tendu la main aux Marocains des camps de Tindouf pour rejoindre la mère patrie et jouir de la possibilité que leur offre l'initiative d'autonomie pour contribuer à la gestion des affaires locales et au développement de leur patrie dans le giron du Maroc uni. La résolution onusienne ouvre un nouveau chapitre dans l'établissement d'une paix juste et durable et dessine un horizon de développement intégré à l'échelle régionale et continentale. Une actualité à la une, nous en parlons donc ce soir avec le professeur de droit et politologue Mostafa Shahimi. Mostafa Shahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors un discours royal, donc historique, qui se félicite d'une résolution onusienne tout aussi historique. C'est le point d'orgue d'un processus, il faut le dire, lancé par le souverain en 2007. La voie de la légitimité donc triomphe. Quel message va retenir donc du discours royal ? Vous avez fait référence au discours royal. C'est un discours royal exceptionnel, historique. Pourquoi ? Le souverain, suivant l'agenda institutionnel, fait 3 discours à la nation. La fête du trône, la rentrée parlementaire, et la marche vers. Voilà donc quelque chose d'exceptionnel, parce que ça tient à l'exceptionnalité précisément de ce moment historique. Alors, ce qu'il faut retenir de ce discours, c'est d'abord l'agenda. C'est intéressant. C'est un discours qui a été fait par le souverain au moment précis où le Conseil de sécurité était en train de délibérer et de voter la résolution 2797. Donc voilà une focalisation intéressante. Le souverain, dans son discours, il a commencé par quoi? Il a commencé par un verset coranique. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. C'est un verset du Coran, c'est important. Voilà donc les choses, comment elles se font. Alors, ce qu'on peut retenir de ce discours, évidemment, un certain nombre de points. Le souverain l'a dit, il a d'abord exprimé sa satisfaction. Et puis il dit que c'était un agenda aussi significatif, puisque c'était les 50 ans de la marche verte et 70 ans de l'indépendance du Maroc, novembre. Bien. Il a également exprimé sa satisfaction face à la nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui était toute chaude, si je puis dire. Et puis il a indiqué, vous l'avez dit dans votre sujet, qu'il y aura désormais un avant et un après 31 août. Alors dans le détail, il y a un certain nombre d'observations. C'est le résultat d'une diplomatie. Nous sommes arrivés à ça, avec cette résolution 2797. C'est pas tombé du ciel, c'est une mobilisation depuis des décennies sur la cause nationale. Et le souverain s'en est expliqué d'ailleurs en disant que nous sommes passés d'une phase de gestion défensive face aux manœuvres des adversaires du royaume, à une autre approche, une autre méthodologie, c'est-à-dire une dynamique de changement. Et cette dynamique de changement donnait des résultats tout à fait importants. Exemple, les 2/3 des membres des Nations Unies soutiennent le Maroc et le projet d'autonomie. 24 États membres de l'Union européenne sur 27 également. Les 2/3 de l'Union africaine. Donc voilà une capitalisation donc, qui est le fruit d'une diplomatie donc, de changement. Une diplomatie de changement et de mobilisation. Il y a également le fait que désormais, il y a une reconnaissance de la souveraineté économique du royaume pour ce qui est de ses provinces sahariennes, attesté donc par le fait que tous les accords maintenant, etc., incluent donc les provinces sahariennes. Dernier accord en date, lequel il y a 2 semaines, l'accord signé à Moscou par notre ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita avec son homologue Lavrov, sur quoi un accord de pêche pour 4 ans, couvrant donc, évidemment, de 2025, de 2028, couvrant tout le littoral atlantique. Voilà les acquis de cette diplomatie. Et puis, il y a aussi le fait que, comme l'a dit le souverain, nous entrons dans un processus onusien tout à fait nouveau. C'est quoi? C'est un certain nombre de principes qui sont définis désormais. Le fait que l'initiative marocaine d'autonomie de 2007 est désormais le seul cadre de négociation, ça a été dit et dit. Et puis aussi des messages de paix
de messages de paix en direction du voisin algérien. Le souverain s'est adressé directement au président. Oui, non plus comme auparavant au peuple algérien, il s'est adressé au président Tebboune, disant le frère Abdelmajid Tebboune. C'est intéressant. Donc une relation. Il s'est également adressé aux réfugiés de Tindouf en leur disant que le Maroc leur offrait de leur possibilité donc de réintégrer la mère patrie et qu'ils jouiraient de la pleine citoyenneté. C'est extrêmement important. Au moment où dans les 5 ans de Tindouf, les dizaines de milliers de réfugiés n'ont aucun statut. Vous savez qu'ils ne sont pas recensés par le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, et n'étant pas recensés par le HCR, ils n'ont aucune protection diplomatique. Je crois que voilà des choses importantes. Donc voilà une mobilisation. Et puis le fait que des derniers messages aussi, le Maroc souverain a réitéré sa disponibilité à relancer précisément, sur la base de nouvelles relations avec Alger, le processus de l'Union Maghreb qui est en panne, vous savez, depuis des décennies. Alors, la résolution onusienne reflète le soutien grandissant de la communauté internationale à la souveraineté marocaine, donc sur son Sahara. Quelle perspective ouvre cette résolution pour parvenir à la solution tant escomptée? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux, c'est qu'il y a un processus de négociation qui est en panne. Il y a une impasse. Pourquoi? Parce qu'en 2018 et 2019 avait été engagé un format de négociation. C'était, on s'en souvient, les tables rondes. Tables rondes qui avaient eu lieu en Suisse en décembre 2018. Puis la deuxième table ronde en mars 2019, en Suisse aussi, où il y avait les 4 parties. Maroc, Algérie, Mauritanie, mouvement séparatiste. Il faut noter que l'Algérie avait participé à ces 2 tables rondes. Et elle avait participé à quel niveau de représentation? C'est intéressant. Pour la première table ronde de décembre 2018, parce qu'il faut rappeler ces choses-là, pour relever l'incohérence de la politique du pays voisin, il faut bien le dire. Décembre 2018, la délégation algérienne était présidée par qui? Représentée par qui? Par Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Mars 2019, l'Algérie participe à la deuxième table ronde. Qui représentait le pays voisin? La Mamra, la Mamra, ministre des Affaires étrangères. Et puis, il devait y avoir dans l'agenda une 3e table ronde qui avait été fixée pour juillet par l'envoyé personnel, c'était hors scolaire. Et finalement, lui, il a démissionné au mois de mai. Et donc, nous sommes en panne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut relancer un processus de négociation. Avec qui? Évidemment, les 4 parties. Et, il faut le dire, principalement l'Algérie. Ça a été dit d'ailleurs également par Mas'ad Boulos, conseiller du président Trump pour l'Afrique, qu'il avait dit au mois d'avril et qu'il avait réitéré. Il y a 2 parties principales, le Maroc et l'Algérie. Et il avait ajouté, et le groupe du Polisario. Donc, 1, il faut relancer le dialogue, format de négociation. 2, sur quelle base? Il y a sur la table maintenant cette résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui est le document essentiel de débat et de discussion. Et puis, autre point aussi, le respect du cessez-le-feu. Je vous rappelle que le mouvement séparatiste, depuis novembre 2020, a dénoncé le cessez-le-feu. Depuis 2000, ça fait quand même 5 ans. Et donc, on ne peut pas négocier avec des partis, dont une partie principale Algérie, qui ne respectent pas le cessez-le-feu pour ce qui est du mouvement séparatiste, qui, évidemment, ne participe pas aux tables rondes, suivant ce que lui dicte l'Algérie, et l'Algérie qui refuse de se réinsérer dans le processus de négociation. J'ajoute, pour finir, que l'Algérie a voté lors de la résolution du Conseil de sécurité. Elle était présente, elle a fait beaucoup de lobbying, vous le savez, etc. Mais elle n'a pas participé au vote. De même, le 30 octobre 2024, elle n'avait pas participé au vote. Quelle est la situation? Elle est paradoxale. Voilà un pays qui réclame que la question nationale et le dossier du Sahara marocain soit traité par les Nations Unies. Tout le temps, dans la littérature algérienne le dossier des Nations Unies doit être réglé par les Nations Unies. Les Nations Unies ont un processus décidé par qui? Par la plus haute instance onusienne, le Conseil de sécurité, et le pays voisin, l'Algérie, refuse de s'insérer dans ce processus. Voilà le paradoxe. Restez avec nous, Mustafa Sahimi.
Transmis aux Nations Unies en avril 2007, le plan marocain d'autonomie bénéficie d'un large soutien de très nombreux pays, y compris de la part de grandes puissances. Après le vote de la résolution 2797 des Nations Unies, il s'impose aujourd'hui comme la seule solution politiquement viable et diplomatiquement acceptable pour une résolution durable du conflit autour du Sahara marocain. C'est un sujet de Nawel Goureri, Yassir Mourafiq, Jihad Libri et Iman Nabl. Durée. Alors justement, Mustafa Sahimi, la résolution du Conseil de sécurité donc consacre le plan d'autonomie comme la voie unique pour parvenir à une solution politique consensuelle et durable du conflit. Un mot, professeur, sur l'évolution de ce processus depuis la présentation de cette initiative par le Maroc il y a de cela maintenant 18 ans. Vous avez raison de le relever, c'est un processus donc depuis l'initiative marocaine d'avril 2007 qui a mis 18 ans. Je vais résumer d'abord, si vous le permettez, l'état du dossier national maintenant aujourd'hui suite à cette résolution. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur la table? On a l'adhésion et la consécration du projet d'autonomie proposé par le Maroc par le Conseil de sécurité. Il n'y a pas d'autre chose. C'est extrêmement important. Bien. Et donc, il y a là une continuité des prises de position du Conseil de sécurité qui, dès avril 2007, avait dit que le Maroc, il saluait, je vous cite le terme, il saluait la proposition marocaine qui est sérieuse, crédible et réaliste sur la base pour la recherche d'un règlement politique négocié. Deuxième acquis de ce dossier, c'est qu'il y a une médiation. Une médiation, ou une facilitation en tout cas. L'émissaire personnel d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a été confirmé comme envoyé personnel, alors que vous vous souvenez, l'année dernière, en octobre, il avait dit « j'avance pas, je passe et je m'accorde un délai de 6 mois », c'était avril 2005, pour voir s'il doit continuer ou pas. Donc il est réinstallé, conforté pour l'instant dans son statut de médiateur et de facilitateur de dialogue, sans oublier l'élément nouveau dans ce dossier maintenant, c'est la forte implication des États-Unis, de l'administration Trump. Il y a le travail que Trump d'abord, Marco Rubio, secrétaire d'État, et puis le conseiller dont on a parlé, M. Adboulos, qui est pour l'Afrique, mais qui principalement il a sur la table évidemment la question nationale et la question de la normalisation des relations entre Alger et Rabat. Pourquoi? Pour des raisons de paix, pour des raisons de stabilité et de sécurité.
Il y a, au-delà de la question nationale, il y a le Sahel, il y a également les intérêts économiques américains dans le Sahel et vis-à-vis de l'Algérie. Donc c'est un élément nouveau par rapport à l'année dernière. Troisième élément qui est sur la table, qui est acquis maintenant, c'est évidemment l'autonomie marocaine comme seule option de solution du règlement. J'ajoute un dernier élément, l'avant-dernier élément peut-être, c'est la question humanitaire qui est soulevée par la résolution du Conseil de sécurité pour ce qui est des conditions de vie des dizaines de milliers de réfugiés. Et là, c'est une interpellation mise en cause directe de l'Algérie. Il y a également un autre élément, c'est la sécurité. Le fait que le mouvement séparatiste doit respecter le cessez-le-feu. Et puis, pour finir en liaison avec cela, probablement à terme, le recadrage de la mission de la MINURSO. Pourquoi ? Il faut rappeler que la MINURSO a été créée en avril 1991 et mise sur place en septembre 91. Elle avait essentiellement deux missions. Première mission, l'organisation d'un référendum. Deuxième mission, le respect et le suivi du cessez-le-feu. Depuis 2003, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, il n'y a plus aucune référence dans les résolutions de l'ONU, de Conseil de sécurité, Assemblée générale, à un référendum. L'ONU elle-même a fait cette constatation que ce n'était pas praticable et ce n'était pas faisable. Pas du fait du Maroc, du fait que la partie adverse n'avait pas accepté les conditions d'identification des électeurs. Donc voilà une MINURSO qui est chargée maintenant toujours du respect du cessez-le-feu et qui va accompagner les conditions d'avancement d'un processus politique de transition. Vous savez, la MINURSO relève de la catégorie qu'on appelle les opérations de maintien de la paix dans le monde. Il y en a à peu près 18. La MINURSO, c'est une étape et un dispositif pour conduire à une transition politique, pour conduire à un règlement politique. C'est pas des missions qui sont là ad vitam aeternam, mais c'est important, c'est la position américaine aussi, et je crois que c'est important. Alors maintenant, pour ce qui est, je réponds enfin à votre question, si vous le permettez maintenant, pour ce qui est de l'autonomie de 2007, il y a 18 ans. Mais il y a eu des séquences. Il y a évidemment avril de 2007, donc le texte qualifié de sérieux, crédible, réaliste, etc. Puis il y a eu à partir de cela un certain nombre de positionnements qui variables. Alors, il y a le soutien franc et donc affiché d'un certain nombre de pays, amis, frères, etc. C'est connu. Il y a ensuite une deuxième variante qui est le soutien d'un processus d'autonomie. Il y a une troisième variante qui est donc le fait que c'est une bonne base. Et finalement, il y a une gradation, si vous voulez, il y a quatre particularités jusqu'à la seule option, la seule solution pour le règlement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le glissement de dizaines et de dizaines de pays vers le fait que la proposition marocaine était la seule initiative de nature à assurer le règlement de la paix. C'est le résultat d'une diplomatie, c'est le résultat d'une vision clairvoyante du souverain, c'est également l'expression du bien fondé de la cause marocaine avec ses titres politiques et ses titres juridiques. Moustapha Sahimi, merci d'avoir décrypté pour nous le discours royal et nous éclairer aussi sur la résolution 2797 des Nations Unies sur le Sahara marocain. Merci. Je rappelle donc que vous êtes professeur de droit et politologue. Depuis l'adoption de la résolution onusienne, les réactions s'enchaînent à l'international pour saluer le rôle d'une diplomatie royale agissante et clairvoyante dans ce processus. Écoutez ces propos de France Cole, auteur du livre « Le Maroc du roi Mohamed VI ». Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que le Conseil de sécurité de l'ONU a acté la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et il faut dire quand même que ce n'est que justice parce que le Sahara est marocain depuis toujours et tant qu'il y aura un Marocain de vivant, le Sahara sera marocain. C'est une très belle victoire. Et puis, remercions ici le travail de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui, d'abord en 26 ans de règne, a fait de son pays une puissance incontournable aujourd'hui sur l'échiquier international. Et en matière de
sur la marocanité du Sahara, il n'a jamais abandonné le dossier, il est allé au bout du bout et il a fait un très gros travail et a su obtenir le soutien de la communauté internationale pour la reconnaissance de la marocanité du Sahara. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la cause nationale sera d'ailleurs au cœur de la séance plénière commune entre les deux chambres du Parlement. Ça sera demain lundi. Les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers portent à la connaissance de l'ensemble des parlementaires que la séance se tiendra à 13h. Le grand musée égyptien du Caire a ouvert ses portes. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée hier par la présence de plusieurs délégations officielles. Sa Majesté le roi Mohammed VI a été représenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Réalisé sur une superficie avoisinant les 500 000 mètres carrés, ce musée constitue un chef-d'œuvre civilisationnel en ce sens qu'il met en lumière plus de 100 000 pièces et objets archéologiques retraçant l'histoire de la civilisation égyptienne qui a vu défiler 30 dynasties sur 5000 ans d'histoire. Ce musée se veut la continuité toute naturelle de l'ancien musée égyptien de la place de la Libération avec une nouvelle approche en matière d'exposition muséale faisant appel aux nouvelles technologies en matière d'éclairage, d'interaction visuelle et d'outils numériques à même donc de permettre aux visiteurs une véritable immersion et une expérience savante inédite. Un grand tour à moto à présent, le Tour 75, comme son nom l'indique, il vient nous rappeler un événement majeur, la marche verte. Après le départ de Casablanca, la caravane est arrivée à Guelmim avant de rebrousser chemin vers Dakhla. 50 véhicules d'époque s'attaquent depuis quelques jours au désert du Sahara marocain, rallye organisé par le Royal Automobile Club marocain en partenariat avec la Fédération marocaine des véhicules anciens. 120 participants prennent part à l'événement, dont de nombreux Marocains résidant à l'étranger et autres participants étrangers pour fêter, comme il se doit, le 50e anniversaire de la Marche Verte. Tombée de rideau sur la 20e édition du Festival des Andalousies Atlantiques, initié par l'association Essaouira Mogador. La soirée a été rehaussée hier par la présence du conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Essaouira Mogador, André Azoulay, et plusieurs autres éminentes personnalités des sphères diplomatiques, culturelles et artistiques. La cérémonie de clôture a été animée par l'icône du patrimoine muséal judéo-marocain, Raymond El-Bedawiya, et par la présentation exceptionnelle du ballet flamenco d'Andalousie sous la direction de la chorégraphe Patricia Guerrero. Abdelghani Tarawi, Zakaria Moukhid Billah. C'est le point d'orgue du festival Andalousie Atlantique d'Essaouira, la prestation de Raymond Bedawiya. Accompagné d'un orchestre talentueux, l'artiste a interprété avec brio un florilège de chansons populaires, suscitant une interaction chaleureuse avec le public. L'assistance a repris en chœur ces titres emblématiques puisés dans le patrimoine musical marocain, allant du chabi à la haïta, en passant par les mélodies envoûtantes du shkouri. Je suis très ému et honoré de participer à cette édition anniversaire du festival, qui intervient surtout à un moment historique de ferveur nationale, suite à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution consacrant la marocanité du Sahara. Cette soirée de clôture a été rehaussée par la prestation exceptionnelle du ballet flamenco d'Andalousie, sous la direction de la chorégraphe Patricia Guerrero, avec sa création Tierra Bendita. La formation a mis en vedette un groupe de danseurs et musiciens qui ont convié l'assistance à un voyage sensoriel singulier au cœur du flamenco, dans une célébration des plus sophistiquées de la richesse culturelle de l'Andalousie.
je pourrais simplement dire toute ma gratitude et aussi mon admiration. Parce que ce ballet est probablement l'un des plus beaux spectacles que l'Espagne ait montré au Maroc historiquement. Ça a été un moment d'anthologie et c'est un concert qui fera date. Et je suis très heureux que ce soit à Essaouira que ce concert ait eu lieu. Initiée par l'association Essaouira Mogador, cette 20e édition a confirmé le rôle pionnier du Festival des Andalousies Atlantiques comme vecteur de dialogue interculturel et interreligieux, rassemblant cette année encore des artistes d'horizons divers autour de valeurs partagées et de l'ouverture sur l'autre. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula 20h30. Excellente soirée et à demain.